Donc, on peut afficher maintenant les membres qui participeront au panel. Je me permets de vous présenter la modératrice de ce panel qui va présenter elle-même les membres qui vont discuter et échanger. Madame Fanny Alarcon de Radio-Canada a occupé la fonction d'analyste Moyen-Orient au sein du ministère des Armées français de 2014 à 2020. Avant de rejoindre la rédaction d'Intelligence Online en tant que chef de rubrique Moyen-Orient de 2020 à 2023. Après un passage à Affaires mondiales Canada, à l'ambassade du Canada à Paris, Fanny Alarcon est désormais journaliste à Radio-Canada à Montréal. Merci et bonne discussion. Donc je vais sans plus attendre introduire nos 5 panélistes de ce soir. Madame la consul générale d'Allemagne, Suzanne Achik-Lesius, je ne vais pas revenir sur tout votre parcours puisqu'on a déjà introduit votre riche parcours diplomatique un petit peu plus tôt. Donc je poursuis avec notre panéliste qui est à distance en visio, Elisa Valentin, sous-ministre adjointe aux relations Europe, Indo-Pacifique et Affaires institutionnelles au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Donc, Madame Elisa Valentin a été nommée à ce poste en juin 2023 et était auparavant déléguée générale du Québec à Munich de 2020 à 2023. Madame Valentin maîtrise plusieurs langues et est riche d'un parcours international depuis 2006 au sein du MRIF, en ayant travaillé notamment sur des sujets européens et concernant l'Asie-Pacifique. Madame Valentin était aussi précédemment en poste au sein de la fonction publique fédérale canadienne au ministère du Développement et des Ressources humaines du Canada à Ottawa. Ce soir, nous avons aussi Monsieur Choly, Monsieur Eugène Choly, consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Monsieur Choly, vous êtes avocat, membre du barreau du Québec depuis 1982. Vous êtes aussi un éminent représentant de la communauté ukrainienne à Montréal, au Québec. Vous êtes consul honoraire d'Ukraine à Montréal depuis 2020. En 2016, vous avez reçu un doctorat honoris causa de l'Université nationale polytechnique de Lviv en Ukraine pour votre contribution à la promotion des intérêts et à l'euro-intégration de l'Ukraine. En 2019, vous avez également reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université nationale Académie Mohyla de Kiev, en Ukraine également, pour vos réalisations en tant que leader communautaire. Vous êtes également membre du conseil d'administration du Congrès mondial ukrainien depuis 1993. Vous avez été pendant 10 ans président de ce congrès. Depuis 2019, vous présidez également l'ONG Ukraine 2050. Et vous êtes président du conseil d'administration de la fondation Kiev Mohyla du Canada. Docteur Laurent Borzillo, je vais te tutoyer, membre du Centre canadien d'études allemandes et européennes et chercheur postdoctoral à l'ENAP. Tu es donc membre de plusieurs centres universitaires, aussi le Centre Jean Monnet de Montréal, le Centre d'études sur la sécurité internationale et la coopération européenne de l'Université de Grenoble, ainsi que du groupe de recherche en histoire de la guerre. Tu es aussi membre du réseau d'analyse stratégique. Tu en animes le balado francophone Conseil de sécurité avec la professeure Sarah Myriam Martin-Brûlé. Tu es également le fondateur de l'association française Forum de défense et de stratégie et cofondateur du Rubicon. Et tu es également titulaire d'un doctorat en sciences politiques obtenu en co-tutelle entre l'Université de Montréal et l'Université de Montpellier. Et tes sujets de recherche sont particulièrement centrés sur l'architecture sécuritaire transatlantique en Europe et en Arctique, ainsi que sur les politiques de défense du Canada, de la France et de l'Allemagne. Pour terminer, Madame Emma Liman, donc vous êtes doctorante à l'Université de Montréal, chargée de cours également dans cette même université au sein du département de sciences politiques. Vos recherches portent sur l'évolution des politiques étrangères normatives face au bouleversement de l'ordre libéral international. Vous vous concentrez notamment sur le cas du Canada dans les domaines femmes, paix et sécurité. Et votre thèse évalue la façon dont les individus responsables de ces programmes adaptent leur cadre normatif à l'aune de la montée de l'illibéralisme. Pas forcément facile à prononcer. Et vous êtes également membre du réseau d'analyse stratégique, le RAS. Donc merci beaucoup d'être présent ce soir. Et donc pour entamer ce premier panel
du colloque sur les perspectives post-électorales de l'Allemagne. Nous allons donc entamer une discussion sur les perceptions de l'image et du rôle de l'Allemagne dans les relations économiques, culturelles et diplomatiques au niveau européen et au niveau mondial. Donc, je vous lance à vous le panel, la première question, qui est selon vous, comment les partenaires européens perçoivent aujourd'hui le rôle économique et diplomatique de l'Allemagne dans un contexte de transition industrielle et énergétique. Donc, peut-être, je ne sais pas, Laurent, est-ce que tu veux lancer la discussion ? D'accord. Merci pour me jeter d'emblée sur la piste. Déjà, avant de commencer, je tiens à remercier les co-organisateurs donc, de l'événement. Je pense donc à mes collègues Britta Stark et Sébastien Dondolan, mais surtout Johanna Dom, donc avec qui j'ai le plaisir de travailler. Et je tiens à te remercier aussi, Fanny, d'avoir accepté de modérer cet échange. Également, donc, Déborah Barton, qui est directrice du Centre canadien d'études allemandes et européennes, CCEAE. J'avoue que quand même sur l'acronyme, on pourrait faire plus court, mais bon, ça c'est notre débat. Par rapport à la question, puisque le but c'est de faire des réponses courtes, bon, comme tu l'as dit, je suis plus spécialisé sur questions d'architecture de sécurité, donc je vais plus essayer de me concentrer sur les aspects économiques. Pour ce qui est de la perception, je dirais actuellement de l'Allemagne, il y a un domaine, parce qu'il y a diverses questions, donc j'aurai l'occasion d'y revenir, mais un domaine où en Europe, peut-être, il y a actuellement un blocage avec l'Allemagne, une perception malheureusement qui est un peu négative, c'est sur l'aspect économique en lien avec l'énergie, en fait, plus précisément avec le nucléaire, puisque c'est un domaine de lutte, en particulier avec les Français, depuis plusieurs années, et qui risque paradoxalement de continuer, parce qu'il y a eu beaucoup dans la presse, en particulier hexagonale, de mise en avant sur le fait que le nouveau chancelier Merz était pour justement un retour à l'énergie nucléaire en Allemagne. Finalement, on a vu que le contrat de coalition ne le mentionne pas, ce qui s'explique naturellement vu la position du SPD, vu que en Allemagne, on a l'habitude quand même de la négociation, contrairement à la France, puisqu'on a en France, plus qu'en France quand même, beaucoup plus qu'en France. Mais ce qui explique pourquoi on a eu ce résultat-là, et ce qui fait que si on regarde sur la question plus nucléaire, actuellement, on a quand même une division en Europe et des positions assez tranchées entre certains pays qui sont très pro-nucléaires, dont naturellement la France, mais pas seulement. Je pense aussi à la Pologne et l'Allemagne qui, justement, suite à la décision, donc il y a maintenant plus de 14 ans, donc, de la chancelière Merkel, n'est toujours pas non seulement revenu sur le nucléaire, mais même à une position assez négative dessus. Donc sur cette question-là, c'est malheureusement un des points de blocage qui existent actuellement en Europe. Après, sur d'autres aspects, il y a d'autres points de vue, mais peut-être souligner que c'est un élément sur lequel actuellement il y a une sorte de fossé qui n'est pas encore réparé, à mon sens, de manière générale, qui implique tous les acteurs impliqués. C'est pas que je ne suis pas là pour désigner un coupable en particulier, mais il y a une difficulté actuellement par rapport à ça et une difficulté surtout de discussion entre les partenaires, je dirais, pour l'instant. Je m'arrête là-dessus parce que bon, je peux continuer. Et le but, c'est que chacun puisse. Madame la consul, est-ce que vous voulez rebondir sur Oui, oui, je crois que c'était une perspective très française. Oui, de commencer avec le nucléaire. Et vous avez le mentionné. Oui, c'est ça, la politique énergétique, c'est plus que le nucléaire. Je crois que c'est évident. Et vous avez tout à fait raison. C'est une énergie qui est populaire en France, aussi en Pologne, mais qui n'est pas du tout populaire, par exemple, dans les pays scandinaves. Donc, on a plein de partenaires au sein de l'Union européenne qui ne sont pas en faveur du nucléaire. Donc, mais c'est pas... Et vous avez le mentionné, c'est correct, pendant la discussion, après le début de la guerre de la Russie en Ukraine, quand on devait transitionner notre économie d'une dépendance du gaz naturel de la Russie, qu'on a fait avec une grande vitesse, avec grand coût, il faut le dire. On avait la discussion vivante en Allemagne aussi en ce qui concerne le nucléaire. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est une question entre les deux parties du gouvernement. C'est correct que le chancelier Merz
avait parlé en faveur de l'option nucléaire, mais il faut aussi savoir que ça, c'est une, ça, c'est une discussion qui est complètement pas populaire en Allemagne. Donc, si on veut gagner des élections, c'est peut-être un peu difficile en Allemagne d'être trop en faveur du nucléaire. Mais ça, c'est pas la cause vraiment mon but ici de parler de ces discussions, car on peut avoir une controverse au-delà de ce sujet, mais je crois pas qu'on a un blocage véritable au sein de l'Union européenne en ce qui concerne la question énergétique, car c'est pas une politique qui est intégrée. Donc, on a plusieurs sources d'énergie en Allemagne. On est en train d'une transition verte, de réaliser de mise en place une transition verte. Comme dans d'autres pays, on a beaucoup des collaborations, par exemple, avec les Pays-Bas, le Danemark, l'Espagne, pour se concentrer sur des pays européens. Ce qui est clair qu'on a besoin d'une politique active de l'économie, mais je ne crois pas que l'énergie est vraiment la clé pour une position européenne unifiée. Je le laisse là. Merci. Je pense qu'il y a deux événements qui touchent le côté économique de l'Allemagne. Le premier, venant de moi, ça ne vous surprendra pas, c'est évidemment la guerre génocidaire qui a débuté en 2022, qui a un impact majeur sur tous les pays de l'Union européenne et d'autres. Et le deuxième, c'est la nouvelle administration aux États-Unis et la guerre des tarifs qui, en soi, a bouleversé l'économie à travers le monde et qui sera un défi pour beaucoup de pays, pour le pays où on est présentement, le Canada, et également l'Union européenne, y compris l'Allemagne. Je pense que ce sont les deux défis qui vont avoir un impact majeur sur l'économie de l'Allemagne et de plusieurs autres pays. Merci. Mais pour continuer sur une perspective économique, est-ce que selon vous, le modèle allemand qui est fondé sur l'exportation est encore pertinent dans ce contexte de fragmentation géoéconomique et de rivalité systémique? Je suis malheureusement pas spécialiste de l'économie. Est-ce que Madame Valentin, vous souhaitez réagir parce que vous êtes à distance? Écoutez, pour la question, si les exportations allemandes, je crois que le Québec et l'Allemagne, on est un peu dans la même situation parce qu'on fait bien sûr tous les deux face aux défis qui sont liés à la hausse du protectionnisme puis à l'environnement géopolitique, on l'a mentionné d'entrée de jeu, là, qui est plutôt changeant, plutôt nouveau. Puis je pense qu'en tant que représentante du gouvernement du Québec, il est plus important que jamais là qu'on renforce nos liens justement entre les liens économiques, les liens commerciaux là, avec nos partenaires et amis. Là, donc l'Allemagne, pour nous au Québec, là, c'est certain que c'est un partenaire clé. C'est notre premier partenaire économique en Europe, notre 4e dans le monde. Et sur les dernières 5 années, nos échanges économiques ont progressé de 21%. Donc, je pense que pour nous, ça reste quand même une grande priorité de travailler encore davantage avec l'Allemagne, de travailler à la diversification aussi dans le contexte actuel. Puis, je pense qu'on a beaucoup de chemin encore à faire. Merci beaucoup. Donc, oui, tout à fait, Elisa. Ravie de te voir de façon virtuelle aussi. Non, mais c'est ça, absolument. C'est vraiment, je crois, pour nous, le modèle de commerce libre ou si libre que possible. Ça, c'est sans alternative, car ça nous apporte la prospérité, pas seulement à nous, mais à tout le monde. Donc,
Oui, évidemment, on a cette vague de protectionnisme, la discussion sur les foires avec les États-Unis, c'est assez clair, mais et il y a aussi des questions comme comme Elisa l'avait dit, qu'il faut diversifier, qu'il faut donc trouver plus des approvisionnements individuels pour qu'on n'ait pas des dépendances totales. La pandémie était une première instance où on a vraiment vu que c'est pas bien si on a une dépendance dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est plus clair aujourd'hui avec la situation internationale, c'est clair. Mais vraiment, la réponse, c'est plus de commerce international, comme avec le Canada, avec l'accord de CETA, et aussi peut-être avec des accords avec des autres pays. Et je crois que ça, c'est le seul modèle qui est vraiment possible pour nous et qui est bénéficiaire pour tous. Non, je pense que vous avez touché au deuxième volet pour ce qui est de la diversification, mais je pense que le premier volet des deux points que j'ai soulevés, que vous avez également soulevés dans votre discours d'introduction, je pense qu'il est évident que l'impact sur l'économie de l'Allemagne, comme je disais, de plusieurs autres pays, va être l'issue de la guerre génocidaire de la Russie contre l'Ukraine. Ça va avoir un impact sur les montants qu'on doit investir pour se défendre, qui aura un impact sur le reste de l'économie. Et je pense que, comme vous avez dit tout à fait de façon exacte, c'est que si les pays de l'OTAN n'aident pas l'Ukraine suffisamment pour qu'elle puisse non seulement ne pas perdre cette guerre génocidaire, mais de la gagner pour le bien-être de l'ensemble des pays de l'OTAN, je pense que la Russie va clairement aller plus loin. Les ambitions de la Russie sont d'aller beaucoup plus loin que le territoire de l'Ukraine. On l'a vu aujourd'hui avec la déclaration de la Pologne, à l'effet qu'on a mis en mai de 2024 que le feu qu'il y a eu dans un centre commercial à Varsovie était orchestré par les forces de la Russie. Et je pense que c'est un parmi plusieurs autres exemples qu'on a vécu, à l'effet que la Russie va aller plus loin et que le coût va considérablement augmenter si on ne permet pas, avec l'aide suffisante et efficace à l'Ukraine, de gagner cette guerre et mettre fin à la menace au niveau international que pose la Russie aujourd'hui. Après la question économique, on peut aussi évoquer la question culturelle. Donc, est-ce que, selon vous, l'Allemagne joue encore aujourd'hui un rôle qui est moteur en Europe dans le domaine de la diplomatie culturelle ou du soft power? Allez-y. J'aurais un début de réponse, mais qui est aussi conditionnel à ce qui va se passer, je pense, dans les mois à venir, en termes de politique étrangère féministe en tout cas. Je pense que si l'Allemagne a annoncé sa politique étrangère féministe en 2021, on a publié une officielle en 2023 et fait partie du club très sélectif des États qui ont une politique étrangère féministe. Et à l'intérieur de ce club-là, je pense qu'il s'agit d'un des pays avec la politique la plus avancée. Il y a eu beaucoup de consultations, des consultations interministérielles, il y a un cadre d'action qui est concret et stable. Et à cet égard, je pense que l'Allemagne a pu être et reste une inspiration en termes de cadre pour sa politique étrangère féministe. Après, on pourra en rediscuter. Il ne semble pas que ça soit une priorité maintenant. Mais sur ce plan-là, je pense que ça a pu l'être. Vous souhaitez rebondir, Madame la Consul, sur cette question, la diplomatie féministe? Oui, peut-être, oui.
vous avez tout à fait raison. Ça continue à rester une de nos politiques, mais pas la priorité à ce moment-là pour le nouveau gouvernement. Donc, il reste à voir à quelle direction ça se développe, mais c'est correct. J'ai pensé un peu de cette question. Il y a donc peut-être deux courts aspects. L'un, le soft power, c'est peut-être... nous sommes comme des autres pays, évidemment, mais nous sommes vraiment des convaincus de l'Union européenne ou de l'idée européenne. Et je crois, comme je voulais illustrer avec mon petit discours, ça c'est vraiment une priorité pour le nouveau gouvernement. C'était déjà une ancienne priorité, mais avec le dynamisme d'un nouveau gouvernement, on peut vraiment voir qu'on veut vraiment mettre beaucoup d'importance sur cette idée européenne. Et je crois que ça, c'est peut-être notre idée de soft power aussi. L'autre qui est un petit peu, j'ai pas parlé beaucoup des développements à l'intérieur, mais peut-être il faut l'adresser. Je sais, vous avez un panel demain qui s'occupe de ça, mais ça c'est peut-être un défi qu'on a. Et c'est vraiment cette vague de droite, des partis droite, partout en Europe, partout dans les pays de l'Ouest, de l'Occident peut-être, mais d'avoir cette vague de populisme, de polarisation des partis droite. Et on peut le constater évidemment aussi en Allemagne après les dernières élections. Et là, je crois qu'il faut faire pour garder ce soft power, pour maintenir ça, c'est vraiment de donner des réponses qui intéressent les gens qui appellent aux gens, car à ce moment-là, il y a une partie de nos populations qui n'est pas trop petit, malheureusement, qui ne se sont pas représentés par les idées de la politique libérale, des démocraties libérales. Et ça, c'est vraiment un grand problème et une inquiétude, mais aussi un défi pour maintenir ce soft power. Donc, pas de réponse comment on peut le faire, malheureusement, mais comme une idée, je voulais le mentionner. Je pense que pour ce qui est du soft power, même si, et avec raison, la consul générale a dit qu'il est difficile d'évaluer un nouveau gouvernement après une semaine, il y a demain pas moins que la semaine a déjà révélé quelque chose, à savoir que l'ancien chancelier de l'Allemagne avait plutôt à ce niveau et un niveau de leadership au point de vue international, une position qui était, si je peux la qualifier comme ça, de plus timide que celle qu'on voit depuis la première tournée du chancelier actuel, que ce soit lors de son voyage à Paris, que ce soit à Kiev, où il a clairement démontré que sur la scène internationale, l'Allemagne aura la place qui lui revient, qui est une place qui est beaucoup plus déterminante et un leadership plus accru. Maintenant, l'histoire va le dire si ça va être, on verra une continuation dans cette veine-là ou pas. Mais je pense que oui. Je ferai peut-être cette question-là une réponse en 3 points. Le premier point, c'est que ça a été dit donc, par Monsieur le consul et le consul général. Encore une fois, c'est le début du nouveau gouvernement allemand, donc on verra ce que ça donnera. Peut-être juste par prudence, le risque, c'est que trop vite, compte tenu des premières positions du chancelier Merz, il y ait trop d'attentes qui soient générées, parce que c'est quelque chose
que les acteurs européens, alors ça dépend des pays, c'est surtout les Français, là je vais critiquer les Français, mais il y a le problème, c'est que beaucoup de pays, que ce soit en France, que ce soit aussi je dirais au Royaume-Uni, comme ce sont des systèmes avec des systèmes politiques majoritaires, bon, dans le cas français, c'est plus trop le cas actuellement, mais ont tendance à croire que si le chancelier dit A, forcément l'Allemagne va faire A. Or, dans les faits, il y a une coalition, il y a des partenaires. Selon plus la politique qui entre en jeu, il y a le Bundesrat donc, qui entre en ligne. Donc ça, c'est le premier point. C'est le risque peut-être par rapport au soft power allemand, c'est que très vite, compte tenu des premières positions du chancelier, surtout sur les dossiers internationaux, il y a très vite une attente qui soit générée à l'international et qui révèle ses limites. Pas parce que l'Allemagne ne peut pas, mais parce qu'encore c'est le système politique allemand qui est tel quel et que beaucoup ont du mal à comprendre. Et que ce n'est pas un gouvernement à la française ou à la Westminster où le Premier ministre, le président décide et tout le monde obéit. Non, le Parlement a un vrai pouvoir et on l'a bien vu lors du premier vote pour confirmer le chancelier. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule juste vous votez et vous obéissez, un point c'est tout. Donc sur un autre aspect, on voit quand même qu'il y a un élément de soft power qui agit assez vite. J'ai moins suivi parce que j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, mais je pense que vous pourriez en parler, monsieur le consul. Vous avez eu une annonce, donc de mémoire, je crois que c'est le chancelier allemand, le Premier ministre britannique et le président français, sur la création d'un tribunal par rapport aux crimes qui ont lieu en Ukraine. Donc on voit qu'il y a cette volonté-là de soft power et aussi de diffusion de normes indépendamment de ce que ne peuvent pas faire les tribunaux internationaux, puisque bien évidemment la Russie n'accepterait pas. Et dernier point sur le soft power, il y a un élément sur lequel l'Allemagne, quel que soit le nouveau gouvernement, garde un énorme soft power actuellement en Europe. C'est tout simplement grâce à ces eurodéputés, tout simplement, puisque pour rappel, l'Allemagne est le pays qui a le plus d'eurodéputés au Parlement européen. Mais ce n'est pas tellement une question de nombre, c'est aussi une question de, le fait que les eurodéputés allemands qui sont envoyés, contrairement à d'autres pays, sont souvent beaucoup plus compétents. C'est-à-dire le Parlement européen, pas dans le sens que ils sont merveilleux, c'est parce qu'ils sont allemands, c'est pas mon propos, mais parce que vous avez beaucoup de pays, et je prends encore une fois l'exemple français, mais c'est le cas italien ou espagnol pourrait correspondre également, qui souvent encore ont tendance à envoyer des recalés au niveau du Parlement européen. C'est-à-dire que vous avez des stars déchues de la politique nationale qui sont envoyées au Parlement européen, qui ne valent entre guillemets plus rien ou qui ne font plus rien, qui sont là juste pour toucher presque un salaire, alors qu'à l'inverse, les eurodéputés allemands qui y vont restent souvent longtemps, maîtrisent très bien les dossiers, donc ce qui fait qu'avec la question du poids numérique, ça aide énormément à être compétent et avoir de l'influence, sans compter le fait que l'Allemagne est un des derniers grands pays où, au niveau, lors des élections européennes, on n'a pas un éclatement au niveau des voix, contrairement à d'autres pays. C'est-à-dire que vous avez toujours la CDU, le CSU, le SPD ou les Verts qui font toujours des hauts scores. Vous n'avez pas la situation comme, encore une fois, vous avez en France, où vous avez le parti de Zemmour, le RN ou autres qui font des voix, ou par exemple LFI qui font des voix assez importantes et qui fait que vous n'avez pas en fait de masse critique dans les groupes. Ça, vous n'avez pas avec les eurodéputés allemands, ce qui fait qu'il y a une très forte influence justement par rapport à ça de manière générale et qui va rester. Merci Laurent. Madame Valentin, est-ce que vous souhaitez réagir sur la question du soft power et de la diplomatie culturelle? J'avais quelques remarques sur la diplomatie culturelle, mais je crois qu'on est passé peut-être davantage à d'autres sujets. Pour ce qui est juste peut-être pour compléter, M. Borzillo, quand vous dites que c'est peut-être un peu délicat aussi le rôle que le nouveau chancelier peut jouer. Je trouve que justement en parlant de la relation France-Québec, France-Allemagne, et ce qu'on peut observer à distance, au moins ici à partir du Québec, c'est quand même peut-être une compatibilité plus accrue entre les personnalités du chancelier puis du président français. Donc, je pense que c'est de bon augure. Ça a bien commencé, c'est le premier voyage international qu'il a effectué. C'est cette volonté de collaborer davantage ensemble. La création aussi qui a été annoncée là, du Conseil franco-allemand de la défense et de la sécurité. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup de bonne volonté là, pour revenir finalement à l'avant-plan, pour relancer ce moteur
franco-allemande. Donc, pour nous, au Québec, qui comptons donc sur une grande amitié avec le peuple français, mais aussi avec le peuple allemand, pour nous, c'est quand même de bon augure. Voilà. Bon, merci beaucoup pour cet optimisme. On va poursuivre sur toujours la question des perceptions. Comment on pourrait expliquer les écarts de perception du rôle de l'Allemagne entre ses différents partenaires européens, que ce soit ses partenaires de l'Ouest, de l'Est ou du Sud de l'Europe, qui n'ont pas tous la même vision de l'Allemagne. Comment ça peut s'expliquer? Je vous cède peut-être la parole en premier, Madame la Consul. D'accord. Donc, je pense donc c'est tout à fait naturel un peu, car si on regarde l'histoire, la sociologie, les échanges, c'est vraiment un développement historique aussi, car si on regarde par exemple les partenaires dans l'Europe occidentale, ce sont vraiment les pays fondateurs des communautés européennes, ensemble avec l'Allemagne. Donc après, on a l'amitié franco-allemande qui a commencé, et après la Deuxième Guerre mondiale, quand on voulait, donc c'est la diction « Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down », c'était la motivation pour la fondation de l'OTAN, mais plus tard aussi des communautés européennes qui se sont développées, évidemment, mais ça c'est, je crois, au cœur de l'intégration européenne, et ça c'est donc aussi la perception de nos partenaires de l'Europe de l'Ouest. En Europe de l'Est, évidemment, c'est différent. Je crois, de l'un côté, l'Allemagne est fortement associée à son rôle après notre réunification comme pionnière de l'élargissement de l'Union européenne. Mais bien sûr aussi, et on a touché sur ce sujet aussi, les pays de l'Est de l'Europe ont l'expérience de l'oppression de l'Union soviétique, et donc une autre perception vis-à-vis de la Russie. Et je crois qu'on est dans une place unie là aujourd'hui avec la guerre sanglante de la Russie contre l'Ukraine, mais avant, l'Allemagne était souvent le pays qui était en faveur des discussions, des dialogues avec la Russie. Et évidemment, pour les pays de l'Est, avec ces expériences, c'était donc une inquiétude. On a changé, je voudrais bien dire, donc avec le soutien pour l'Ukraine, mais aussi avec, par exemple, la brigade en Lituanie et autre chose, mais quand même, ça façonne la perception. Pour l'Europe du Sud, encore, ce sont des autres priorités. On a pas beaucoup parlé de questions de migration, ça c'est un peu plus pertinent peut-être pour les pays du Sud. Donc c'est complètement clair, je crois qu'on a des perceptions qui sont différentes. Est-ce que, juste un petit complément, vous avez l'impression que le conflit en Ukraine réduit les écarts de perception au niveau de l'Europe à l'égard de l'Allemagne? Oui, un peu. Ouais. Oui. Ça change la donne. Je pense que je suis d'accord avec ce que la consul générale a dit, et je pense que si on regarde, ne serait-ce que du côté des pays qui se sentaient et se sentent avec raison aujourd'hui encore la menace de la Russie, il était pour le moins difficile de comprendre la dépendance du côté de l'Allemagne sur le gaz russe. Il était encore plus difficile de comprendre alors que la guerre de la Russie contre l'Ukraine avait déjà débuté en 2014, qu'on poursuit, par exemple, le pipeline Nord Stream 2. Ce sont des décisions du côté de l'Allemagne et d'autres pays qui étaient dans leur relation avec la Russie, où on continuait
même si on la critiquait, d'avoir des relations qui étaient beaucoup trop étroites et qui n'étaient pas à l'avantage, comme l'histoire l'a démontré, ni pour l'Ukraine, ni pour les pays qui étaient menacés, ni pour les pays de l'Union européenne. Et je pense que dans ce contexte, je suis d'accord également que la guerre totale qui a été déclenchée en 2022 était comme un réveil. Je pense que l'ancien, même chancelier de l'Allemagne, disait que c'était un moment tournant de l'histoire qui a un impact majeur et qui a démontré certaines faiblesses, disons pour être diplomate, certaines faiblesses dans les décisions qui ont été prises dans le passé et qui n'étaient évidemment pas à l'avantage des pays aujourd'hui que ce soit de l'Union européenne ou de l'OTAN, qui doivent payer un montant beaucoup plus considérable aujourd'hui pour se défendre et pour permettre à l'Ukraine de gagner cette guerre qui va assurer la sécurité et la stabilité dans le monde. Si on avait investi une fraction de ce qu'on met aujourd'hui lorsque, par exemple, la Russie mobilisait ses forces à côté des frontières ukrainiennes, le prix aurait été considérablement moindre qu'il l'est aujourd'hui. Merci. Laurent, est-ce que tu veux... Pour ce qui est des différences, je veux rejoindre ce qui a été dit. Je pense que de manière générale, on peut le résumer en 2 mots, histoire et intérêt. C'est-à-dire l'impact de l'histoire que chaque pays a et en même temps leur intérêt du moment, que ce soit des intérêts d'ordre sécuritaire, comme avec l'Ukraine, ou des intérêts parfois, on va dire, historiques, avec, je pense, l'image en particulier du couple franco-allemand, ou l'intérêt justement énergétique nucléaire, parce que justement c'est ça qui détermine en fait les relations qu'il peut avoir dans les différentes perceptions. Mais puisque pour revenir sur le cas de la perception française, c'est intéressant en ce moment, en plus avec le nouveau chancelier, on a 2 discours dans la presse. Un discours qui, à cause du nucléaire, est très négatif, au point où ça en devient paranoïaque, très clairement, à mon sens personnellement, dans le sens où vous avez certains articles de presse qui vont dire qu'il y a une sorte de volonté allemande de tuer l'énergie nucléaire française pour garder la position économique en Europe, donc ça va quand même assez loin. Donc pour vous donner une idée des perceptions qu'il peut avoir négatives. Alors ça ne va pas aussi loin qu'il y a quelques années, puisqu'il y a une dizaine d'années, il y avait même des partis de droite radicale, pas d'extrême droite, mais de droite radicale, qui mettaient même en avant une sorte de complot de la fondation Bertelsmann, donc pour vous dire quand même que ça peut aller assez loin. Mais en même temps, vous avez justement toute la perception sur ce qu'on appelle le couple franco-allemand, cette idée justement de coopération, de réconciliation aussi naturellement, en particulier là avec la première rencontre entre le chancelier et le président, le fait qu'a priori les 2 partagent des opinions assez partagées sur les enjeux internationaux. Probablement, ce qui a beaucoup joué aussi, c'est que le ministre de la Défense allemand a été maintenu en poste, Boris Pistorius. Donc, il y a même au sein d'un seul pays, vous avez parfois des perceptions qui s'entrechoquent. Parfois, c'est lié au positionnement des politiques des partis, mais pas uniquement, c'est aussi lié, encore une fois, à l'histoire. Donc, c'est très différent de manière générale. Donc, et sur l'Ukraine, je dirais la chance de l'Allemagne, c'est que tous les pays européens au début jusqu'à maintenant, j'espère que ça va s'améliorer personnellement, mais il n'y a pas un pays européen qui a joué correctement. Tous ont leur lot de critiques à prendre, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de difficultés de manière générale, mais on a parfois eu depuis maintenant... Depuis 3 ans, des situations assez puériles où vous aviez soit les Français, soit les Britanniques, soit les Polonais qui tiraient un peu la couverture à eux en s'attribuant un meilleur rôle vis-à-vis de l'Ukraine par rapport à l'Allemagne, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas exemples de critiques. Donc, ce qui fait que jusqu'à maintenant, c'était un peu un jeu puéril. Donc, on peut espérer avec
l'élan qu'on a actuellement, qui va peut-être durer, que ça change, mais encore une fois, ça impacte aussi évidemment sur les perceptions de manière générale. Madame Valentin, peut-être pour vous faire rebondir sur ce sujet, j'ajoute un petit complément pour sortir de l'Union européenne, de l'Europe. Pour vous, quel est l'état des perceptions de l'Allemagne au sein de ses relations transatlantiques, donc notamment avec le Canada, les États-Unis, le Québec, dans ce contexte qu'on connaît de recomposition stratégique? Merci beaucoup pour la question. Pour élargir un peu ce thème, pour moi, c'est un peu difficile de m'exprimer sur la perception au sein de l'Europe. Mais vous savez, le Québec accorde une grande importance aux relations transatlantiques avec l'Allemagne. Nous travaillons vraiment fort à renforcer nos liens avec ce partenaire majeur qui est l'Allemagne. Donc, on a parlé de la dépendance énergétique. M. le conseiller honoraire a évoqué par rapport au gaz naturel de la Russie. Puis j'aimerais juste rappeler qu'en 2022, le chancelier Scholz était venu au Canada et au Québec justement pour parler de diversification énergétique, d'approvisionnement, peut-être aussi la plus propre. Donc, c'est dans un domaine sur lequel on travaille beaucoup ensemble. Et pour nous, on a eu aussi récemment déjà des relations, des rencontres des visites en Allemagne. Je crois reconnaître par l'image que je vois de vous. Puis aussi, évidemment, notre Premier ministre, en fait, une grande mission commerciale très récemment à Hannover Commerce. On travaille beaucoup en lien avec. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Oui, oui, absolument. Je ne vais pas répéter. Dans mes notes, j'avais mentionné Hannover Messe et CETA. Je ne vais pas le répéter. Peut-être une petite anecdote comme illustration. Je trouve notre couple ambassadeur, donc on a une couple qui partage le poste, mais ils ont donné ensemble une interview à la télé à Toronto il y a, je crois, 2 semaines. Et le journaliste les a demandé si ils étaient en faveur du Canada, si le Canada joindrait l'Union européenne. Je ne crois pas que c'était complètement sérieuse, mais je crois que c'est vraiment une illustration de notre, particulièrement vis-à-vis les disruptions aux États-Unis à cause de la nouvelle administration-là. On a vraiment... on était déjà des partenaires étroits, mais ça a vraiment renforcé aussi la perception d'un partenariat étroit et aussi les nécessités des chaînes d'approvisionnement et tout ça ont vraiment nous guidés vers une voie de même plus étroite collaboration. Mais si vous permettez, on a le volet canadien, mais aussi américain. D'accord. Je l'avais mentionné dans mon discours. Donc, on a la politique, sans doute, on a la politique disruptive transactionnelle du président Trump avec vraiment beaucoup des défis contre nos règles, traditions bien établies et aussi avec une politique qui est contre nos intérêts. Un peu moins direct que vis-à-vis le Canada, mais quand même c'est la même situation pour l'Union européenne et l'Allemagne. En même temps, comme le Canada, donc c'est un partenaire indispensable dans l'économie et dans le cadre de la politique de sécurité. Et il faut vraiment trouver là un équilibre. Ça c'est assez délicat, j'imagine. J'imagine aussi la première
tâche serait les négociations sur le commerce, sur les tarifs. Mais il faut vraiment, donc il faut renforcer, on l'a dit plusieurs fois maintenant, renforcer la souveraineté allemande, collaborer étroitement avec des autres partenaires proches comme le Canada, mais il ne faut pas oublier surtout le bruit et le bouleversement au sein du gouvernement américain, que ça reste un partenaire dont on veut, quand on veut influencer aussi. Moi, j'ai des réflexions qui vont partir peut-être un peu loin de la question, mais j'ai remarqué, moi je ne suis pas une spécialiste de l'Allemagne, mais je suis une spécialiste du féminisme, donc je vais parler depuis cette posture-là. Mais je remarque qu'il y a quand même une énorme transformation dans le discours de politique étrangère sur ce que signifie être un partenaire crédible. Du côté allemand, mais du côté européen, du côté international. Puis ce qu'il y avait d'intéressant dans la politique étrangère féministe allemande dans les années 2018-2019, c'est que le féminisme était attaché à la crédibilité. Il y avait cette idée qu'on ne fait pas juste du féminisme pour garantir les droits des femmes, c'est quand même la moitié de la population humaine, ou juste pour les valeurs, mais juste parce que c'est la base de nos valeurs en tant qu'État. Et là, ce qu'on voit, en tout cas depuis une semaine, c'est une sorte de glissement total, où le féminisme est considéré non pas seulement comme inutile, mais de ce que je vois des quelques déclarations contre-productives pour ce que l'Allemagne veut être et veut défendre et veut projeter. Et l'Allemagne n'est pas la seule dans ce cas-là. Je pense que le Canada se retrouve aussi dans cette situation où, par exemple, avec le nouveau gouvernement, on a enlevé le ministère à l'égalité hommes-femmes. Là, on va voir aujourd'hui s'il survit ou pas. Mais il y a cette transformation qui, je pense, n'est pas du tout anodine, parce que quand on commence à cadrer les valeurs féministes comme étant contre-productives pour ce que veut et doit faire l'Allemagne, on transforme l'histoire. Et il y a vraiment cette idée que, par exemple, la politique étrangère allemande était passive, ce qui, je pense, n'est pas vrai. Je ne pense pas qu'elle était passive sur le plan militaire, mais elle était active sur d'autres plans. L'Allemagne était le premier donateur d'aide humanitaire en 2022. L'Allemagne a énormément poussé pour la défense de la Convention d'Istanbul, a poussé pour faire passer les perpétrateurs de violences sexuelles en Ukraine devant les tribunaux internationaux, a poussé pour énormément de choses, en fait. Et il y avait une activité très, très grande. Mais après, moi, c'est ça. J'observe ça depuis le féminisme et je remarque qu'il y a une transformation qui n'est pas anodine, et l'idée que l'investissement militaire égale activité, tandis que activité diplomatique, multilatéraliste, diplomatique égale absence d'activité, doit être questionnée. Donc, vis-à-vis des relations transatlantiques, je pense que le Canada aussi se trouve dans cette posture aujourd'hui, où il a un passé où c'était une puissance normative plus douce, et que cette identité-là commence à être critiquée, remise en question. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va devenir à l'avenir. Mais est-ce que vous pensez que cet ajustement qu'on voit depuis une semaine est lié à l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, dans le sens où on a vu J.D. Vance qui est allé à Munich, etc., qui performe aussi ce genre de discours? Est-ce que ça a un lien dans la mise en œuvre de la nouvelle politique étrangère allemande et canadienne aussi? Est-ce que ça diffuse un peu? Je pense que le monde cope avec Trump. Puis on essaie de trouver peut-être des façons positives de réagir à sa destruction, son pouvoir destructeur. Donc peut-être qu'on se dit, en fait, c'était le moment pour nous de se mettre ensemble. Mais le fait est qu'il détruit les institutions qui étaient là depuis 1945. Et je crois que j'apprécie l'enthousiasme, je crois, des Européens à essayer de trouver quelque chose de positif là-dedans. Mais parfois, je m'inquiète aussi un peu de l'enthousiasme un peu trop grand à entrer dans le militarisme et à dire, ça y est, c'est le moment pour l'Europe. Oui, mais à quel coût pour le long terme? Parce que là, on abandonne, en fait. On abandonne beaucoup de valeurs, on abandonne beaucoup de pensées de long terme, parce qu'il faut qu'on réagisse. Et en fait, on n'a pas le choix aussi. Il faut réagir, il faut se défendre. Mais c'est une situation... Moi, je ne suis pas rassurée du tout. Donc, mais oui, je pense que c'est totalement une réaction. Je pense que si Trump n'avait pas détruit l'ordre libéral international, on n'en serait pas là. Mais, ouais. Juste, peut-être pour
pour aller sur ton point, peut-être avec une petite variation, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, disons que ça a été mentionné par monsieur le consul, bien évidemment, avec les dépenses militaires, ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Je ne suis pas sûr, parce qu'économiquement, plusieurs pays sont endettés, donc cette question-là. Je ne suis pas sûr que le changement qui pourrait y avoir, ou qui est en train d'avoir lieu, est uniquement lié à une question d'ordre économique. Je me demande, enfin, c'est une question, donc je n'ai pas la réponse, si malheureusement, certains pays européens sont en train de glisser là-dessus, non pas parce qu'il y a manque de finances, mais plus pour s'adapter malheureusement à l'interlocuteur américain. Donc je vais faire l'inverse que tu viens de dire, malheureusement. Enfin, désolé, c'est ma vision pessimiste. Je suis pessimiste par nature. Mais dans le sens où, si on regarde l'administration Trump, dépenser dans le militaire, allez-y. Là, on va avoir justement le prochain sommet de l'OTAN. Ils vont pousser pour ça fait plusieurs mois déjà qu'ils disent 5%, ce qui est totalement irréaliste. Même les Américains, ils sont pas là-dessus. Donc, on va probablement arriver à 3,5, mais ce qui est déjà énorme. Enfin, si les Européens étaient à 3,5, en gros, il n'y a plus besoin des Américains. Quand je dis plus du tout, c'est zéro. Et comparativement, si on prend que ce soit politique étrangère féministe, ou que ce soit, je pense, un autre enjeu aussi très important, c'est tout ce qui est sécurité climatique et changement climatique. On sait très bien que la nouvelle administration, elle n'est pas très pro en la matière. Et moi, peut-être que le risque que je verrais, c'est pas tant que certains veulent changer par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'argent, mais plus parce que, sur ces questions-là, on sait qu'on va, entre guillemets, énerver l'allié américain. Donc, on va faire profil bas. On préfère justement mettre la sourdine par rapport à ça, quitte à rogner tout ce qui a été fait, mais pas tant sur des questions économiques que sur des questions de on va plus mettre en avant le côté militaire parce qu'on sait que là-dessus il va être content, il va être content. Il va surtout être content si c'est acheté américain, mais au moins il fera moins de critiques, alors que si en gros on investit sur que ce soit politique étrangère féministe ou que ce soit sur changement climatique, là justement non seulement ça ne correspond pas à ce qu'il demande, mais même en plus il prend des politiques violemment contre. Enfin, on a vu sur ces dernières semaines, c'est même pas de la politique étrangère, ça, c'est juste de... j'aime pas trop ce terme parce qu'en sciences sociales ça veut rien dire du bon sens, mais non, mais bon, on est tous études là-dessus, mais on a bien vu tout le nombre de personnes plus que compétentes, que ce soit au niveau diplomatique, militaire, de l'appareil d'État américain, qui ont été virées du jour au lendemain, et dont beaucoup motivent parce que c'est des femmes, tout simplement. Donc le risque, peut-être que je dirais, est plus qu'il y ait un ajustement de certains gouvernements-là à cause de cette vision-là. Oui, ajouter quelque chose. Oui, oui. Et en fait, et ce qui m'inquiète, c'est que la nuance disparaît de partout. Et je crois que les féministes avaient été capables, au moins, d'essayer d'articuler ces complexités-là dans leur critique de ce que faisaient les gouvernements. La réalité, c'est que plus il y a d'armes dans le monde, plus on est en danger. C'est vrai. Je veux dire, si ça circule, et si ça circule, ça va être utilisé. Et j'ai l'impression que d'un coup, tout ce qu'on avait appris un peu des sciences sociales, des activistes, n'est plus c'est même plus sur la table. Et justement, les féministes allemandes, Christina Lunz, qu'on avait accueilli à Montréal, maintenant il y a eu des problèmes aussi au niveau de la société civile qui se divise, avaient ces réflexions super pertinentes sur qu'est-ce que ça veut dire d'aider les femmes ukrainiennes et de leur envoyer des armes, parce que quand la vie d'une personne est menacée directement, c'est très difficile de dire « Ah, mais je suis pacifiste ». Il y a un moment, si c'est une question de vie et de mort, c'est une question de vie et de mort. Et il y avait toutes ces discussions-là qui avaient été commencées dans tous ces états-là qui se disaient féministes, et on commençait enfin à faire face à ces complexités extrêmes, puis d'un coup, c'est tout balayé. Donc moi je suis vraiment inquiète. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Contrairement à mon voisin qui s'est déclaré être un pessimiste, je suis un optimiste de nature, et je dirais que l'emphase qu'on met aujourd'hui sur la défense, j'avais raison, n'est pas aux dépens de nos valeurs démocratiques. Je pense que on met cette emphase sur le volet défense parce qu'on sent
que ces valeurs démocratiques sont menacées. Et je pense qu'en mettant l'accent sur la défense, c'est fait notamment pour protéger nos valeurs démocratiques. Bien souvent, on dit maintenant, avec raison, que l'Ukraine défend non seulement aujourd'hui un territoire, mais elle défend nos valeurs démocratiques. Et c'est de ce côté-là où je vois que cette emphase qu'on met sur la défense, c'est faite, entre autres, pour protéger ces valeurs démocratiques qui sont tellement importantes. Merci beaucoup. On va poursuivre en allant un petit peu au-delà de l'Europe et de la relation transatlantique pour évoquer l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et s'interroger comment l'Allemagne est perçue comme puissance normative ou partenaire de coopération par ces autres zones géographiques actuellement et puis dans le nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Est-ce que vous souhaitez commencer, Madame la Je peux commencer peut-être avec exactement ce que Emma avait dit. Je crois, j'espère, c'est toujours un peu difficile de parler de la perception de nous-mêmes, des autres, mais je crois ce qu'on essaie à faire particulièrement avec les politiques normatives, les politiques par exemple féministes et autres, c'est particulièrement dans des régions comme l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est d'être un des promoteurs de ces valeurs et d'ajouter des fonds, de l'argent, de l'action pour soutenir les valeurs. Comme par exemple, si on reste sur la politique féministe, par exemple, les politiques qu'on a en ce qui concerne la résolution de Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, c'est vraiment l'Allemagne est un des plus grands contributeurs des fonds pour des programmes, pour des structures post-conflit, particulièrement avec une importance sur les femmes, sur la réintégration des femmes, pour la sécurisation et tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui rayonne, je pense, aussi dans les autres pays. Donc, comme diplomate, je crois qu'il faut être un optimiste, mais je vais quand même ajouter un petit mot peut-être pessimiste, ou aussi peut-être, si on peut le dire de façon positive, c'est vraiment un défi pour nous, un jeu. C'est vraiment de convaincre les pays donc en Afrique, Amérique du Sud, Asie, de nos valeurs, de notre démocratie libérale, de vraiment les convaincre que ce sont les valeurs pour qu'on se batte. Donc on pouvait le regarder quand la guerre de la Russie contre l'Ukraine en 2022 a commencé. On avait une grande majorité dans l'Assemblée générale des Nations Unies aux côtés de l'Ukraine et le soutien des pays du Sud. Je n'aime pas beaucoup cette expression-là, mais quand même pour être bref, le soutien est descendu et a se réduit. Et il faut peut-être être mieux de convaincre les pays de nos valeurs, d'expliquer quelles sont les valeurs et pourquoi on se bat pour eux. Je dirais qu'en dehors de l'Europe,
la perception de l'Allemagne à l'Allemagne, en fait, si vous plutôt, je vais formuler ainsi, l'Allemagne a l'avantage d'avoir non seulement un très bon réseau diplomatique, mais aussi un très bon réseau diplomatique, je dirais, parallèle. Je m'explique. C'est ici ce qu'on appelle, qui sont assez peu connus en dehors de l'Allemagne, dans les pays où elles sont actives, si, mais je veux dire, d'un point de vue général, beaucoup ignorent en quoi ça consiste, quels sont leurs financements, etc. C'est ce qu'on appelle les fondations politiques allemandes. C'est-à-dire le fait que vous avez énormément de bureaux, je pense par exemple en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique surtout, de plusieurs fondations politiques allemandes, donc qui sont rattachées à des partis politiques, que ce soit la Ebert Stiftung, la Konrad Adenauer Stiftung, la Heinz Zedel Stiftung, la Friedrich Naumann Stiftung, la Heinrich Böll Stiftung, justement, qui est celle qui a le plus soutenu les politiques étrangères féministes, fait que dans plusieurs pays, grâce à ces bureaux-là qui sont l'équivalent de, on pourrait presque dire de manière caricaturelle, mini-ambassades qui viennent en support de l'ambassade et qui surtout sont beaucoup plus libres dans leurs actions et dans leurs propos, parce que c'est pas un corps diplomatique. Il y a une véritable influence, en particulier, moi parce que c'est une région que j'ai étudiée par exemple en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de bureaux de différentes fondations politiques, donc ce qui fait que ça multiplie les caisses de résonance et l'influence. Après, pour modérer ce propos-là, désolé, je reste un pessimiste, la difficulté actuelle que par exemple, dans ces régions-là, y compris les bureaux des fondations politiques allemandes vont rencontrer, mais y compris la diplomatie allemande, c'est qu'on est sur des zones où désormais il y a plusieurs joueurs potentiels. C'est-à-dire on n'est plus dans la période 90, je dirais jusqu'à 2015, où au niveau international et surtout pour ce qui est de la sécurisation dans des pays qui ne sont pas sécurisés, on avait essentiellement les Occidentaux qui proposaient des troupes ou qui justement n'envoyaient pas leurs troupes. C'était par exemple des pays plus tiers, type Bangladesh ou autre, mais au niveau de la décision, vu que les financeurs c'était les Occidentaux, on pouvait plus facilement demander telle ou telle mesure prise par les autorités de ces pays-là qui se conforment à nos valeurs. Le problème, c'est que désormais, dans plusieurs de ces pays-là, vous avez des acteurs comme la Russie, justement. Wagner est venu de là, qu'après on a retrouvé en Ukraine. Vous avez plusieurs acteurs qui, justement, peuvent venir voir des autorités étatiques, je ne vais pas dire démocratiques, mais des autorités démocratiques en disant nous c'est simple, vous nous donnez juste l'accès à telle mine et en échange on vous assure la sécurité de votre régime, pas la sécurité de la population parce que ce n'est pas l'enjeu, et on se fiche de tout ce qui est valeur. Donc on ne va pas du tout aller regarder ça, et ce qui fait que et c'est pas que la Russie, la Chine le fait aussi indirectement. Vous avez aussi la Turquie qui est très active maintenant aussi par rapport à ça, qui ne défend pas forcément des valeurs aussi antidémocratiques que la Russie, mais donc ce qui fait que par rapport à la capacité qu'avait l'Allemagne à travers ses fondations, mais les autres pays européens d'influencer dans plusieurs pays, ça s'est beaucoup restreint parce que justement il y a d'autres acteurs qui peuvent venir et qui peuvent venir en disant écoutez, nous c'est simple, tout ce qui est valeur, on s'en fiche, on n'a rien à faire, c'est pas notre problème. Donnez-nous juste accès à telle mine, tel truc, et nous on assure tel ou tel élément, et en fait on assure juste votre pouvoir politique. C'est ça en fait. Donc il y a cette difficulté. Donc, encore une fois, je reste un pessimiste. Est-ce que vous souhaitez rebondir ? Madame Valentin, est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet ? Oui. Encore une fois, c'est ça, l'Allemagne reste quand même un État qui est un gros donateur, présente énormément pour les femmes, en tout cas en Afghanistan, à Gaza, au Soudan. Mais je pense qu'il y a un point de tension. En fait, je pense qu'il y a un point de tension qui illustre toutes les reconfigurations normatives qu'on est en train de voir depuis quelques années, c'est la question de la Palestine. Et je crois que ce qu'on a vu, en fait, les critiques qu'on a vues vis-à-vis de l'ancien ministère des Affaires étrangères, vis-à-vis de la Palestine, se sentent de partout. Se sentent en fait dans tous les États qui, comme l'Allemagne, donc je pense au Canada, je pense à la France, essayent d'avoir une posture normative
tout en étant dans un monde qui est profondément injuste. Donc je pense que la raison pour laquelle c'est si difficile d'être féministe ou de défendre des valeurs, c'est que la réalité de la vie dans les États du Sud depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la réalité de l'épanouissement ou de la démocratisation ou de l'accès au capitalisme qui permet à toutes les populations d'aller mieux. Il y a quand même une perpétuation des injustices. Le modèle démocratique européen ne s'est pas exporté comme on a dit qu'il allait s'exporter. Donc il y a tout ce ressentiment un peu historique qu'on voit aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste un rejet des valeurs ou qu'on s'en fiche des valeurs. Je pense qu'il y a un profond rejet de ce que l'Occident a essayé de vendre depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que s'insèrent des acteurs non démocratiques, autoritaires, la plupart du temps extrêmement aussi misogynes, sexistes, anti-LGBT, ce qui fait un cocktail en fait complètement destructeur, où d'un côté il y a l'option libéralisme à l'occidental qui ne fonctionne pas, et de l'autre côté on a quelque chose d'extrêmement instrumental, mais qui ne fonctionne pas non plus, parce que comme tu le disais Laurent, il ne s'agit pas de défendre les populations, il s'agit d'avoir des régimes qui fonctionnent ensemble. Et je pense que c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour des États comme l'Allemagne ou le Canada de se positionner, parce qu'il faut naviguer dans des eaux extrêmement boueuses où d'un côté, oui, on a littéralement des menaces autoritaires, et de l'autre côté, on a la société civile, je pense qu'on l'a vécu dans ces murs, qui nous dit, mais attendez, vous ne pouvez pas prétendre défendre des valeurs si vous continuez à exporter des armes, vous continuez à être extrêmement militariste et tout. Et puis, moi, j'aimerais pas être dans la posture des personnes qui doivent prendre des décisions, parce que c'est un cocktail terrible. Oui, donc voilà, c'est tout. J'aurais peut-être une sous-question pour toi, Laurent, qui m'est venue sur la fermeture de USAID par les États-Unis, par le retrait relatif total des États-Unis de l'Afrique ou de régions en besoin de ce genre d'aide au développement, ou même du réseau diplomatique américain qui réduit drastiquement sa portée actuellement. Est-ce que ça, c'est une opportunité, par exemple, pour l'Allemagne, pour prendre cette place peut-être plutôt que la Russie ou d'autres acteurs avec d'autres normes? Je vais dire que c'est pas une opportunité, justement parce qu'il faut les capacités pour. L'Allemagne est déjà à flux tendu sur pas mal d'aspects, et les autres. Enfin, si je fais une comparaison, c'est comme si tu m'avais posé la question par rapport au monde de la recherche, avec tout ce qui se passe, les coupures de financement, parce que justement la coupure qu'il y a eu, que tu as mentionné, ça a eu plein d'impact sur les projets de recherche, y compris sur des projets de recherche médicaux qui n'avaient rien à voir avec tout ce que dénonce supposément donc l'administration américaine. Et je sais pas si vous avez vu, mais vous avez certains pays, pas universités, vraiment pays, qui sont positionnés d'emblée, sur le milieu de la recherche particulière, en disant c'est ça, venez chez nous. Venez chez nous, les chercheurs américains, on va vous accueillir à bras ouverts. Alors oui, c'est une opportunité pour eux, encore faut-il qu'ils aient un bon système. Vous avez par exemple le gouvernement français qui a fait plein de déclarations sur nous on accueille les chercheurs américains avec les bras grands ouverts. Moi, j'ai rien publié sur les réseaux sociaux là-dessus, mais si j'avais dû faire un commentaire, j'aurais fait avec quel argent. Avec quel argent vous allez les payer, dans quelle structure, sachant qu'en plus, même de l'argent, d'un point de vue bureaucratique, le système universitaire français, excepté quelques universités type Sciences Po ou autres, c'est un des systèmes, à mon sens, au niveau occidental, qui est le moins ouvert aux enseignants et professeurs étrangers. Donc pour rebondir sur ta question, je dirais c'est le problème. C'est bien beau d'avoir des intentions de on va en profiter, c'est une opportunité, on va arriver. Oui, mais le problème c'est qu'on parle de l'Allemagne, on ne parle pas de la Chine, on ne parle pas de même la Russie, on ne parle pas encore une fois des États-Unis. L'Allemagne est un gros joueur, mais c'est pas non plus un joueur qui peut prétendre à jouer dans la même cour des grands que États-Unis, Chine ou même Russie avec ses armes atomiques. Donc il y a une limite, et là je dirais, désolé, pessimiste, le vrai souci c'est encore une fois qu'il y ait une volonté de se mettre en avant, de faire des promesses qui ne seront pas tenues et qui vont avoir beaucoup plus d'impact négatif que si on admet d'emblée que non, encore une fois, l'Allemagne n'est pas, c'est pas l'équivalent de l'économie américaine ou chinoise. L'équivalent de l'économie américaine et chinoise, c'est l'UE en tant que bloc.
Donc, il n'y a qu'en tant que bloc que ça pourrait. Mais l'Allemagne seule, non. Quoique je sois d'accord avec le fait qu'il y a une distinction à faire entre pouvoir et devoir, mais il en demeure pas moins que la lutte ou la promotion plutôt de nos valeurs démocratiques est un enjeu continuel dans l'histoire. Et lorsque certains pays mettent moins d'emphase sur ces valeurs démocratiques, qui mettent ces valeurs plus en danger, il est du devoir de tous les autres pays qui croient à ces valeurs de mettre le maximum de leurs fonds et de leurs possibilités, y compris le soft power, pour les promouvoir et les défendre. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une opportunité, mais certainement, je pense que c'est un enjeu important. Et l'Allemagne, qui est quand même la plus grande économie de l'Europe, a un rôle certainement important à jouer dans ce contexte. Est-ce que vous souhaitez réagir, Madame Valentin? Non. Donc, on a évoqué la perception européenne, la perception transatlantique, la perception d'Afrique, Amérique latine, Asie. On peut aussi évoquer les instances multilatérales, les forums multilatéraux, à l'image du G7, du G20 et de l'ONU. On a un peu effleuré le sujet tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne conserve son influence dans tous ces forums et comment elle peut poursuivre de s'affirmer dans ces forums face aux puissances émergentes? Je vous cède la parole en premier. Et je crois que c'est vraiment un ajout parfait à cette discussion-là, que oui, l'Allemagne est un joueur important dans ce cadre-là et reste ça sans des pouvoirs infinis, mais quand même particulièrement au sein des Nations Unies, on a vraiment construit une grande crédibilité, je crois, d'essayer de parler des défis internationaux dans des contextes multilatéraux comme l'ONU. Donc, nous sommes le deuxième pays au monde en termes d'aide publique au développement. Donc, on a les fonds, mais aussi les convictions. Peut-être aussi, si on regarde à la question de peacekeeping. Cette semaine, on a une grande conférence de l'ONU qui se prend place à Berlin et c'est pas par hasard. Donc, on a vraiment un track record peut-être d'engagement au sein de l'ONU et je crois que ça nous donne de crédibilité et à cause de ça aussi d'influence. Et c'est peut-être aussi, c'est un peu différent dans les formats comme G7 ou G20. Et c'est clair que j'ai parlé des sphères d'influence et des pays qui essaient à partager le monde dans des sphères d'influence. Et là, on peut le voir avec le BRICS. J'ai toujours des problèmes avec des abréviations, des acronymes, car en français, les BRICS, c'est ça? D'accord, je reste avec ça. J'ai jamais travaillé sur l'ONU, mais quelquefois là, avec les missions de peacekeeping de l'ONU, c'est toujours les acronymes français sont toujours inverses en ce qui concerne les Anglais. Non, mais si on regarde les pays de BRICS et aussi c'est vraiment un instrument que la Chine et la Russie ont essayé à utiliser pour renforcer leur influence avec quelques succès, il faut le dire. Et donc, ça nous démontre vraiment qu'il faut continuer à être présente dans les organisations de l'ONU, dans les organisations comme le G20,
pour vraiment démontrer la différence, un peu pour offrir une politique qui est différente. Ça ne serait pas facile, mais je crois que c'est sans alternative de le faire. Je vais être sensiblement plus catégorique pour dire que, selon moi, l'Allemagne a certainement un rôle important à jouer dans ces forums, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN et le G7, le G20. Je pense que c'est un rôle qu'elle doit assumer. Et si je peux ajouter, comme la consul générale disait, qu'en diplomatie, on doit être optimiste, mais elle a ajouté que ça peut être fait avec un bémol. Alors, le bémol, c'est que, selon moi, aujourd'hui, beaucoup de ces structures, notamment en commençant par les Nations unies, le Conseil de sécurité, a démontré qu'il avait beaucoup de problèmes en termes de structure pour justement défendre nos valeurs démocratiques, et qu'il y aura des restructurations ou des améliorations qui devront être faites pour que ces valeurs puissent être défendues de façon beaucoup plus efficace qu'ils l'ont été dans les dernières années. Et je pense que des pays comme l'Allemagne ont un rôle important à jouer dans cette redéfinition qui devra avoir lieu. Madame Valentin, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce sujet? J'allais peut-être, évidemment, je ne veux pas redire la même chose qui vient d'être dite. J'aurais un ajout peut-être plus anecdotique. Le Québec, vous savez qu'il est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Et peut-être vous ne le saviez pas, mais depuis l'automne dernier, donc il y a aussi un land allemand qui fait partie de cette organisation, la SAR. Donc, nous, Je suis de la... c'est quand même, nous, on est très bien parce que vous savez, ce n'est pas seulement la promotion de la défense de la langue française dont il est question au sein de cette organisation-là, mais on a parlé beaucoup des valeurs démocratiques aussi. Donc, je crois que même si l'Allemagne en soi n'est pas partie de l'OIF, mais il y a quand même une partie de l'Allemagne qui peut maintenant aussi utiliser cette tribune à l'international pour faire avancer ces sujets-là qui sont de première importance. Je vais répéter ce qui a été dit. Je pense que oui, également, l'Allemagne doit jouer un rôle important dans ces organismes à différents niveaux. En particulier, je dirais, aussi bien pour éviter, si possible, leur blocage, ne pas hésiter non plus à soutenir des initiatives entre guillemets parallèles pour favoriser le fonctionnement. Il y a au niveau de l'OMC actuellement, ça fait plusieurs années qu'on a un blocage. À l'initiative d'Ottawa, vous avez un mécanisme qui a été mis en place il y a quelque temps justement pour passer outre avec les acteurs de bonne volonté à l'OMC et mettre en place un dispositif parallèle tant que c'est bloqué à l'OMC. Donc il faut que l'Allemagne, avec d'autres pays, investisse aussi là-dedans parce que le vrai risque actuellement, c'est qu'on ait des blocages au niveau des institutions qu'on a, que ce soit donc l'ONU, que ce soit l'OTAN ou autre. Blocage quand même qui existait déjà pendant la guerre froide, il ne faut pas l'oublier. Pendant longtemps, pendant la guerre froide, l'ONU ne fonctionnait pas du tout en fait. Dans les faits, vous aviez régulièrement des blocages. À l'époque, vous n'avez pas de casque bleu. Enfin, oui, vous avez des casques bleus, mais pas qui faisaient les opérations de maintien de la paix telles qu'on l'entend aujourd'hui. Parce que la seule fois où ils l'ont fait, c'est la crise du Katanga. Ça a été oublié, mais le secrétaire général, comme par hasard, est mort dans un accident d'avion. Et j'insiste bien sur le comme par hasard. Donc, ce qui quand même montre qu'il y a eu des problèmes. Mais je dirais qu'il faut d'autant plus que l'Allemagne s'investisse, parce que moi, peut-être plus personnel, ma crainte au niveau de certaines organisations, c'est pas tant qu'il y ait blocage, c'est que surtout il y ait une mauvaise utilisation
et surtout une instrumentalisation par certains acteurs qu'on a déjà dans les faits depuis ces dernières années sur plusieurs enjeux. Il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ça, mais qui pourraient aller beaucoup plus loin, y compris pour justifier donc régulièrement des guerres d'agression et de conquête. Je pense naturellement à l'Ukraine, mais donc moi ma crainte c'est surtout ça. Donc il faut d'autant plus que l'Allemagne et d'autres pays n'hésitent pas à investir par rapport à ça et à différents échelons, parce que c'est un vrai enjeu que après certaines puissances viennent à utiliser des formats internationaux multilatéraux, voire même une forme dépravée de droit pour justement justifier leurs actions, quelles qu'elles soient. Oui, en fait, oui. J'ai le luxe de pouvoir formuler des opinions sans prendre de décision, parce que la recherche, c'est génial. Mais je pense que oui, parce que l'Allemagne a les moyens de ses capacités, de ses ambitions, quand même, sur le plan de l'aide, sur le plan du développement. Mais je pense que si elle veut prendre ce rôle-là, il faut vraiment être humble. Et je pense que le Nord global doit être humble s'il ne veut pas complètement s'aliéner de la majorité du monde, en fait. Parce que en termes de population, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, c'est la plupart des humains sur cette planète. Et la plupart de ces humains sont très sceptiques, à juste titre, des démocraties occidentales qui ostracisent les femmes racisées, les personnes en situation précaire, économiquement, les personnes LGBT aussi. J'adore la démocratie, je suis pour les valeurs, mais je pense qu'il faut faire très 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 attention quand on veut promouvoir la démocratie à l'extérieur. Et je pense que si les puissances occidentales ne font pas attention au ton du discours, elles vont clairement se faire dépasser par la Russie et la Chine, qui au moins prennent pas le risque d'être paternalistes. En prennent d'autres, mais bon, voilà. C'est très facile de donner des leçons, je sais que c'est beaucoup plus difficile de les appliquer, mais ouais. Oui, je peux te donner une anecdote allant dans ton sens. Il y avait une très bonne anecdote par rapport à ça, qui est sur le côté paternaliste. Il y avait eu il y a quelque temps de ça une visite, je ne sais plus dans quel pays exactement, si c'était au Tchad ou au Burkina avant les coups d'État. Et vous aviez dans l'université le président français et son homologue du pays en question, je ne me rappelle plus quel pays c'était en particulier, et donc il répondait aux questions des étudiants. Certains étudiants s'étaient mis à lui poser des questions sur leurs conditions d'études, le fait qu'il n'y avait pas de climatisation, etc. De manière très intelligente et très diplomatique, dans les faits pas du tout, le président français avait refilé en direct devant les étudiants la patate chaude à son homologue en disant « mais moi je suis pas votre président, c'est lui, donc allez faire votre doléance à mon homologue qui est là ». Je vous laisse imaginer la réaction de l'homologue quand on le met, comme on dit ici, dans l'eau chaude, dans ce genre de situation. Donc il y a un vrai enjeu, et ma raison par rapport à ça, d'humilité à apprendre en général, parce que, encore une fois, il n'y a plus que les Occidentaux qui sont le seul gros joueur. Il y a d'autres joueurs et qui, encore une fois, peuvent être aussi très intelligents par rapport à ça. Donc il faut jouer de manière beaucoup plus mesurée, je dirais. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On va peut-être ouvrir aux questions dans la salle pour le quart d'heure qui reste, s'il y a des questions dans l'Assemblée. N'hésitez pas. Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors, donc on a ici une question. Est-ce que la politique étrangère féministe, c'est un sujet qui parle beaucoup, féministe de l'Allemagne se déploie face à une région spécifique? Qu'est-ce qui serait la base d'une telle orientation? Malheureusement, je ne connais pas le détail de la politique étrangère féministe, mais je sais juste que les grandes directions qui ressortent souvent, c'est Afghanistan, Gaza, Soudan, Ukraine. Puis comme l'Allemagne est un énorme donateur, donc je pense que il n'y a pas de région particulière, si ce n'est les régions dans lesquelles l'Allemagne est active, mais c'était une politique pan-ministérielle. Il y avait aussi toute une réforme du Foreign Office,
ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas comment on dit en français, mais donc désolée, je n'ai pas de réponse en détail peut-être. Non, c'est tout à fait correct. C'est une politique universelle qui n'est pas ciblée vers une région ou un pays spécifique. Une grande partie de la politique, c'est vraiment l'engagement en ce qui concerne la résolution de l'ONU de femmes, la paix et la sécurité. Et toutes les mesures dans ce cadre-là. Oui, l'Afghanistan est vraiment une priorité de notre politique et donc aussi de la politique féministe. Et cette politique-là a aussi un volet interne, si vous voulez, donc en ce qui concerne la représentation dans les structures gouvernementaux. Donc, mais pas ciblé à une région spécifique. D'accord. Merci. Et donc, on a ici une autre question dans le chat, qui est à quoi devrait-on s'attendre comme pire scénario pour l'Europe dans le conflit Russie-Ukraine ? Bon, voilà. Je vais un peu étendre la question, une question que j'avais pour vous ce soir, qui est aussi, bon voilà, on n'a pas malheureusement seulement le conflit en Ukraine, on peut aussi parler des rivalités sino-américaines, du conflit au Proche-Orient, de Gaza, mais également du Soudan, conflit syrien qui n'en finit pas vraiment, etc. Donc voilà, on peut, c'est pas très optimiste pour le coup, mais... Compliquer la question. Je vais répondre au premier volet, quel est le pire scénario. Je pense que le pire scénario, selon moi, est la Troisième Guerre mondiale. Et je pense que c'est clairement ce qui va arriver si les pays de l'OTAN n'aident pas de façon efficace pour que l'Ukraine puisse le plus rapidement possible arrêter l'invasion de la Russie et de mettre fin à cette guerre génocidaire. Je pense que le chancelier de l'Allemagne avait mentionné que le 24 février 2022 était un moment décisif dans l'histoire moderne. Je pense qu'il a appelé ça le Zeitenwende. Alors, je pense que c'est justement aujourd'hui, selon moi, le plus grand défi des pays démocratiques et malheureusement pour les pays qui pensaient qu'on peut, avec une politique d'apaisement, trouver une solution. Je pense que cette politique a démontré qui a mené ultimement à la Deuxième Guerre mondiale quand on a tenté de le faire avec Hitler. Je pense qu'aujourd'hui, de continuer et répéter les erreurs de l'histoire pourrait mener au pire scénario qui serait le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Et il est clair que la Russie ne comprend qu'un discours de force et je pense que je suis content que le chancelier de l'Allemagne, lors de son voyage à Kiev pendant la fin de semaine, avait clairement indiqué on arrête les folies et pour commencer un discours ou des négociations de paix, on doit commencer par un cessez-le-feu. Il est totalement absurde la position de la Russie qu'elle puisse continuer à bombarder des hôpitaux, des maisons, des infrastructures civiles et non pas militaires, et pendant ce temps-là, discuter comment on peut arriver à un traité de paix. Et justement, là où je suis content, c'est que ce n'était pas tout simplement une demande qui a été faite. Cette demande naît avec, comme on dit, des dents, où on a indiqué qu'à défaut d'avoir ce cessez-le-feu que les États-Unis ont préconisé, un cessez-le-feu complet pendant au moins 30 jours pour donner une chance à la diplomatie de jouer son rôle, qu'à défaut justement de l'accepter, qu'il y aura des sanctions sévères sur le système énergétique et bancaire de la Russie. Je pense que c'est cette façon
que nous allons collectivement arrêter cette guerre génocidaire et j'espère que cette politique que le nouveau chancelier allemand a démontré lors de son première semaine, c'est toute une politique que j'espère qu'il continuera à appliquer et qu'une fois qu'on a fait ou on a donné cet ultimatum, il faut effectivement l'exécuter pour s'assurer qu'on nous prenne au sérieux. La suite. Alors, pour une fois n'est pas coutume, je vais être optimiste. Non, en fait, la question, tout dépend si on pense à court terme ou à long terme. Donc, pour faire compléter les propos du consul, en fait, déjà, tout dépend si on pense Troisième Guerre mondiale ou guerre nucléaire. Personnellement, que ce soit court, même moyen ou long terme, guerre nucléaire, je ne crois pas à ce scénario. Troisième Guerre mondiale, à court terme, non. À moyen terme, oui, selon les décisions qui seront prises, de manière générale, dans le sens où, pour aller plus en détail, on pourrait tout à fait avoir une situation, même là actuellement, avec un cessez-le-feu, qui n'est pas encore le cas, mais où il y a un accord de cessez-le-feu. Dans les faits, ce serait plus une paix armée, parce qu'on sait très bien que la Russie en profiterait pour refaire ses forces. Et on pourrait très bien avoir, par exemple, on va dire une période d'accalmie de 3-5 ans. Accalmie de 3-5 ans, pendant ce temps, on avait une administration américaine qui viendrait à paralyser l'OTAN ou à se retirer. Aucune véritable garantie de sécurité offerte à l'Ukraine, c'est-à-dire pas de troupes européennes ou occidentales sur place, ou s'il y a des troupes, pire du scénario, des troupes de type onusienne mais qui dans les faits ne feront rien, alors que si on veut vraiment empêcher, il faut des troupes qui soient prêts justement à intervenir, et une situation où, grâce aussi en fait aux partis d'extrême droite qui sont présents très fort dans plusieurs pays européens, on est un délitement intérieur donc de l'OTAN à travers aussi la désinformation russe. On regardait actuellement ce qui se passe en Roumanie. Le candidat d'extrême droite fait 40% le week-end dernier. Il y a un risque qu'il l'emporte. Si c'est le cas, la Roumanie pourrait devenir la nouvelle Slovaquie, la nouvelle Hongrie dans l'Union européenne. Et on pourrait avoir un scénario donc, où l'OTAN est affaibli, l'UE est affaiblie parce qu'on a des partis d'extrême droite pro-Poutine qui sont au pouvoir, et dans 3-5 ans, quand l'armée russe sera en meilleur état, une attaque non pas à mon sens, sur l'Ukraine, mais sur plutôt un des pays baltes. Pour une raison très simple, c'est que quand bien même la Russie a conquis des territoires en Ukraine depuis pas seulement février 2022, mais depuis 2014, vous avez quand même l'Ukraine qui a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle une profondeur stratégique. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, d'un point de vue tactique militaire, de reculer la ligne de front pour contre-attaquer, etc. Vous n'avez pas du tout cette possibilité, que ce soit en Estonie, en Lituanie et en Lettonie. Ce qui fait que si l'armée russe profitait de ça pour se refaire des forces, qu'entre-temps vous avez un délitement de l'OTAN, un retrait des Américains, vous pourriez avoir une attaque rapide d'un de ces trois pays, même un seul, au motif qu'il y a des minorités russophones, donc il faut les protéger. Tous les plans de l'OTAN, alors ça a un peu changé actuellement, mais avant février 2022, les plans de l'OTAN estimaient qu'en 3 jours, les 3 pays baltes tomberaient. Juste pour donner aussi une idée, en termes de population, cumulé, je crois les 3, c'est 3,4 millions, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Comparé à ce qu'ont vécu les Ukrainiens en termes de démographie, ça veut dire que c'est très facile pour la Russie de, désolé pour le terme, mais liquider ces populations-là et de faire un fait accompli rapidement qui détruit non seulement l'OTAN, mais tous les autres pays. Donc on pourrait avoir un scénario du pire assez rapidement. Donc oui, je reste pessimiste quand même. Mais même au-delà de ça, on pourrait même au niveau mondial, on pourrait avoir un scénario pessimiste par rapport à ce que tu évoquais. C'est que le comportement de la Russie, l'incapacité qu'on a à le sanctionner, on le voit, donne de plus en plus des ailes à plusieurs pays non démocratiques ou démocratiques. Pensez au comportement du Venezuela il n'y a pas si longtemps que ça avec son voisin, donc de conquête territoriale au motif il y a des champs pétroliers donc je veux ça. Pensez à ce qui se passe actuellement entre l'Inde et le Pakistan. Pensez au comportement du gouvernement Netanyahou vis-à-vis justement de Gaza ou de la Palestine, voire même vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis des communautés druzes. On voit bien que plusieurs sont en train de se dire que c'est peut-être le moment de remettre en cause véritablement
l'ordre de 45, c'est-à-dire le fait que, oui, on peut rechanger les frontières comme on veut. Et on s'en fiche des conséquences, sachant quand même que de 45-90, on n'avait pas ça, justement, du moins très peu. 45-90, quand une grande puissance voulait en gros contrôler un pays, on mettait un gouvernement marionnette au pouvoir, mais on ne touchait pas aux frontières. Du moins officiellement, on faisait genre, ah oui, ça existe toujours, etc. On sait très bien que c'était une marionnette, mais on ne touchait pas. Là, on risque de retourner, si on ne réagit pas correctement dans le cadre de ces crises différentes, mais qui sont liées en fait entre elles, d'avoir une situation où en gros c'est la loi du plus fort partout qui va s'appliquer. Il suffit juste qu'un pays dise moi je veux tel territoire, je l'obtiens. Et donc on a la situation inverse qu'on a empêchée aux sorties de la guerre froide, avec par exemple Saddam Hussein et le Koweït, où un pays dit voilà, telle zone ça m'intéresse, je le prends. Et puis si une population sur place, je m'en fiche. Ou, dans le meilleur des cas, je la fais fuir. Et dans le pire des cas, je la massacre. Donc oui, ça pourrait être un scénario du pire. C'était très bon à être pessimiste. J'ai prévenu. Oui, Je suppose que vous avez commencé votre réponse en disant que ça c'est une note plus optimiste. Parce que je ne crois pas au nucléaire. C'était votre note plus optimiste. Je me demande qu'est-ce qu'on entendrait si vous commenciez votre propos en disant que c'est une note plus pessimiste. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un élément optimiste dans votre réponse qui était très important parce que dans le scénario que vous avez décrit, vous avez dit quelque chose de très important selon moi, que ces scénarios-là pessimistes vont soit se réaliser ou non dépendant des décisions qu'on prendra aujourd'hui. Et je pense que dans la mesure où on prend les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire où on défend nos valeurs démocratiques, où on empêche que des pays puissent envahir un autre pays ou une partie du pays et qu'on, pour des raisons, entre guillemets, pratiques, qu'on arrive à la conclusion qu'il faut quand même satisfaire l'envahisseur en lui laissant une certaine partie du territoire. C'est justement ce genre de décision qui pourrait mener à des scénarios comme vous avez décrit. Mais si on prend les décisions, des décisions qui sont ancrées sur nos valeurs, des vraies valeurs démocratiques solides, je pense qu'on peut justement éviter ce scénario pessimiste. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter un petit mot, Madame Valentin? Je crois que si je disais je suis optimiste, non, mais je crois honnêtement, j'espère que ces scénarios-là vont pas se réaliser. Moi, j'ai confiance en la collaboration entre nations et je suis confiante que avec une volonté, avec des efforts qui sont multilatéraux, les choses vont bouger et pas s'appuyer seulement sur des états d'esprit qui changent à tous les matins ou en pleine nuit là, de certains voisins, mais de travailler vraiment à bâtir des coalitions plus fortes et qui sont poussées par les mêmes valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer, il reste quelques petites minutes. J'ai une question dans le chat de Nathanaël Eyoum Madiba, qui, je pense, s'adresse plutôt à vous, Madame la Consul Générale et Laurent, sur le couple franco-allemand. Voilà, pour terminer ce panel, est-ce que vous pensez que le couple franco-allemand peut toujours être une locomotive au sein de l'Union européenne face à tous les défis qu'on a évoqués ce soir? Oui, merci pour cette question, parce que ça nous donne l'occasion de finir à une note plus positive, je crois. car je crois que oui, c'est vraiment le couple franco-allemand est un fait. Et quelque chose que tous les deux pays veulent utiliser comme instrument politique. Je crois qu'on a les deux leaders, mais aussi vraiment la majorité de la population ont déterminé que ça serait vraiment l'instrument, le moteur européen comme à l'époque et aussi au sein international. Donc je crois que ça c'est vraiment pas par hasard que le chancelier est voyagé à Paris moins que 24 heures après être élu.
Et aussi, le bienvenu était tellement chaleureux, je crois. Ça, c'est vraiment l'instrument le plus fort. Peut-être j'ajoute, et ça c'est comme une bonne mariage, on est convaincu de l'unité et de l'union, mais quand même on a des intérêts qui ne sont pas toujours complètement identiques. Disons que le couple franco-allemand, à titre personnel, puisque à la base de ma formation, je travaille surtout sur le franco-allemand, ma crainte, c'est qu'il y ait des effets d'annonce qui ne soient pas suivis de mesures concrètes ou qui soient fausses. Enfin, fausses dans le sens où on met en avant quelque chose de nouveau alors que ce n'est pas vraiment nouveau. Ça a été mentionné justement par Madame Valentin, ça a été publié par la presse, donc après la rencontre entre le président Macron et le chancelier Merz, le Conseil de sécurité et défense franco-allemand. Désolé, mais spoiler alert, ça fait 38 ans qu'il existe. Alors c'est un os, c'est juste des os. Donc si c'est pour mettre de la chair, super. Si c'est pour mettre de la chair, ça serait très bien. Je me souviens quand je faisais ma thèse officiellement et il y avait un secrétariat à Paris, c'était quasiment impossible de les avoir. Donc si c'est pour faire que ça fonctionne vraiment, c'est parfait. Mais il faut encore une fois que ça suive. Et sur le couple lui-même, j'espère que ça fonctionnera mieux. Avec, là encore un bémol, c'est que j'espère surtout qu'on ne fera pas l'erreur que beaucoup de couples franco-allemands qui fonctionnaient bien ont fait par le passé, c'est-à-dire justement d'être en mode exclusif et de ne pas regarder les autres pays européens, parce que très souvent, il y a eu des moments bons, entre guillemets, du couple franco-allemand, mais qui n'avaient pas une capacité d'entraînement, parce qu'en fait, c'était, comme les deux étaient d'accord entre eux, partie du principe, on est d'accord entre nous, donc les autres, vous n'avez qu'à suivre. Alors non, on n'est plus du tout, on n'est plus à l'Europe des 6, on n'est plus à l'Europe même des 12, que ce soit l'Union européenne et même au-delà, compte tenu aussi des processus d'élargissement vis-à-vis, d'ici quelques années, vis-à-vis de l'Ukraine ou autre. Donc, si c'est pour faire un couple où on sait les deux se mettre d'accord, mais en gros vous avez une attitude non humble justement vis-à-vis des deux autres, ça sera voué à l'échec. Donc, mon espoir par rapport à ça, parce que j'ai eu de l'espoir quand même, mais je préfère anticiper le pire par principe. Mais mon espoir, c'est que justement, il y ait pas juste une pensée, mais une vraie intégration du fait que le couple en lui-même a besoin de tous les autres pays européens pour vraiment avancer et être efficace. Bien, merci beaucoup à tous pour ce panel très éclairant. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Et puis, on retiendra quand même les notes d'espoir et d'optimisme. Merci. Donc, merci Fanny Alarcon pour la modération de ce panel. Ça a été vraiment très enrichissant et très passionnant également, avec aussi des perceptions différentes. Et c'est ça qui apporte un peu plus de poivre. Donc, ce soir aux échanges. Donc, n'oubliez pas, demain matin, les discussions continuent. Il y a 2 autres panels sur le même thème, les perspectives post-électorales de l'Allemagne. Et ça va être encore plus chaud, je pense, avec les 2 autres thèmes demain, sécurité internationale et la montée du populisme. Donc, on a mis la table douce, mais on reste positif. Et à demain, je vous remercie. Bonne soirée.